Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. C'est la chronique de Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Philippe qui aime le trouble. Il aime le trouble parce que là, il va parler d'un sujet ô combien glissant. Et même moi, que je me dis des fois courageux, mais j'approcherais même pas ce sujet-là avec une pôle de 10 pieds. La chicane entre Léa Clermont-Dion et Stéphane Venn. Alors, Léa Clermont-Dion, féministe, un peu narcissique. On va se dire, Madame Selfie. C'est drôle parce qu'elle a déjà fait un documentaire en disant les gens accordent trop d'importance au look. Alors, elle aime beaucoup se faire prendre en photo, parce qu'elle s'est fait prendre en photo. Et Stéphane Venn trouvait ça un peu trop sexy, un peu trop une posture un peu séductrice. A écrit un texto commentant sa photo, puis je pense que c'était pas l'idée du siècle de la part de Stéphane Venn, grand auteur, compositeur. Et là, la chicane a pogné, puis finalement, Stéphane Venn, sous la tempête médiatique, a démissionné de son poste à la Ville de Montréal. Tu veux vraiment t'embarquer là-dedans? Ben oui, un petit peu, là. Et taboire. OK, vas-y. Mais parce qu'au départ, bon, pour les auditeurs qui connaissent pas trop la situation, parce que comme on sait que Léa Clermont-Dion est dans les médias depuis quand même un bon bout de temps, au moins une dizaine d'années, c'est une féministe qui, justement, s'en prend à des problèmes comme, justement, les problèmes d'image. Je pense qu'elle a fait de la boulimie, un problème comme ça. Donc, elle est connue un peu pour ce genre d'enjeu-là. Et là, récemment, elle a sorti un livre pour parler du consentement sexuel, ce genre de sujet-là. Et là, comme on sait, Léa Clermont-Dion, elle fait des photos pour toutes sortes de raisons, des photos de profil et tout ça. Et là, Michel Venn, un peu pour critiquer... Stéphane Venn. Ouais, excusez-moi. Oui, parce que Michel Venn, c'est une autre affaire. Oui, ça part bien ma chronique, ça. Michel Venn, c'est pas rien des paroles, oui, lui, là. Excusez-moi, oui, désolé. Mais donc, oui, Stéphane Venn retweet une photo d'elle en disant, la photo qu'elle a, en gros, c'est comme... c'est-à-dire qu'elle a la tête penchée, avec la bouche ouverte, et il dit c'est une invite. Autrement dit, c'est comme un peu une manière de... C'est un peu comme séducteur comme photo. Donc, il questionne le choix de photos pour le message. Et le message qu'elle voulait transmettre par cette photo-là. C'est ça, parce que le message qu'elle veut transmettre, c'est qu'elle veut parler de consentement, du fait qu'il faut avoir des relations dans le consentement, dans l'ouverture, le respect. Et là, il dit, l'image qu'elle a, c'est plus une image séductrice. Et donc là, aussitôt qu'il retweet ça, il se met à avoir une controverse sur les réseaux sociaux. Et comme de fait, il y a plein de gens, il se met à avoir tout un mouvement pour appuyer Léa Clermont-Dion et dire que son commentaire est misogyne, n'a pas sa place et tout ça. Donc, moi, évidemment, je pense que un peu comme tout le monde, je trouve ça un peu quand même déplacé comme commentaire. Maladroit. Cela dit, oui, c'est maladroit. Est-ce que ça mérite que le gars devienne persona non grata, puis tout le monde il tombe dessus, puis qu'il doit démissionner? Là. Justement, non. Vraiment? Non. Parce que tout le monde finit par avoir des commentaires déplacés dans sa vie. Là. Pas juste un, d'ailleurs. Là. Je veux dire, n'importe qui. D'autant plus que Stéphane Venn, c'était quelqu'un qui est public. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'il est dans le paysage québécois. Il est quand même au Panthéon. Je pense que c'est plus le Panthéon des compositeurs canadiens. C'est quand même pas n'importe qui. Très actif sur les médias sociaux. C'est ça, extrêmement actif. Donc, finalement, sur les milliers de tweets qu'on fait, c'est sûr qu'on y en a au moins un là-dedans qui finit par un peu déraper, si on veut. Donc, l'important, à mon avis, c'est qu'il a présenté ses excuses. Et il l'a fait quand même assez rapidement. Il n'a pas attendu une semaine ou deux. Oui. Je pense qu'il l'a fait aussi avec honnêteté, avec franchise. Donc, à un moment donné, ce genre de petite controverse-là, on passe à autre chose. Il me semble, dans un monde normal, on passe à autre chose et ça se rend pas jusqu'à tout le monde en parle. Ça se rend pas jusqu'à perdre son emploi. Ça se rend pas jusqu'à ce qu'on en parle ici à la radio. Ça, c'est dans un monde normal. Mais puisque nous vivons sous l'ère de la cancel culture, où là, nous voyons très clairement un cas de culture de l'annulation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire preuve d'une certaine tolérance, une certaine générosité, Léa Clermont-Dion, selon moi, a fait preuve d'une certaine bassesse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su surmonter sa colère de départ, n'a pas su simplement pardonner à Stéphane Venn, et a monté l'affaire, l'a intensifié, a laissé prospérer un mouvement d'appui qui est au fond un mouvement de meute, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de meute avec un hashtag bouche ouverte, il y a eu plein de célébrités qui ont appuyé Léa Clermont-Dion, mais comme si elle était absolument victime de quelque chose alors que c'est juste une mini controverse de rien du tout. Oui. Donc c'est pas vraiment un appui, c'est que c'est un effet de meute qui vise à en finir avec quelqu'un. D'autant plus qu'elle est allée à la radio et elle a carrément sous-entendu que Stéphane Venn devait être renvoyé de son emploi à la Ville de Montréal. Oui, parce qu'elle a carrément dit il y a des gens qui sont tassés pour moins que ça. Oui. Il devrait avoir un examen sur son cas, sur ce qu'il a dit. Et finalement, dans les jours qui ont suivi, M. Venn a dit finalement, avec grande tristesse, je démissionne de la Ville de Montréal.
Et donc, il dit, j'aurais aimé ça avoir un débat avec des arguments, puis tout ça, mais là, j'ai été tout de suite mis de côté. C'était très, très vite. Et ça va vite. Hein, ça va vraiment vite entre le jour où tu fais ton tweet et le jour où tu dois démissionner. Ça devient... Ça se raccourcit, ce temps-là. Mais c'est woke, là. Indépendamment de Mme Clermont-Dion, là, c'est woke-là qui juge tout le monde. Là. Eux autres, ils n'ont jamais dit quelque chose de déplacé. Ils n'ont jamais écrit quelque chose. Moi, c'est ce côté-là. Là, je suis tellement pur, vous êtes tellement épouvantable. Comment? T'es un être humain comme tout le monde. Ben, qui veut faire l'ange fait la bête. T'as fait une mauvaise blague, puis tout ça. Là, voyons. Mais qui veut faire l'ange fait la bête. Un peu d'indulgence. Oui. Puis d'ailleurs, il faut reconnaître justement qu'il n'y a personne de parfait. Donc, si on se met à être, extrêmement intransigeant vis-à-vis de la morale des autres, eh bien, il faut quand même s'assurer d'être plus catholique que le pape. Et comme ça n'arrive à personne, eh bien, en l'occurrence, Léa Clermont-Dion, rappelons-nous, il y a 1 an, avait dit au micro de Stéphane Bureau que l'endroit d'où elle venait, Rawdon, avait un côté white trash pittoresque. Oui. Donc, on s'en rappelle de celle-là. Oui. Et Stéphane Bureau avait réagi, il avait dit, écoute, tu trouves pas ça un peu condescendant comme expression? Puis il avait dit, oui, c'est un peu condescendant, je l'assume. Bah, ça va bien. OK, puis donc, là, après... de traiter les habitants d'un village de white trash, c'est correct. Oui, puis d'autant plus que, dans l'extrait qui circule beaucoup là-dessus, Stéphane Bureau dit, est-ce que tu parlerais de black trash? Puis elle dit, ben non, évidemment. OK, donc là, elle est en train de nous dire que si on parle de black trash, c'est du racisme, mais white trash, ça se dit. Donc là, elle insulte sa région et par le fait même tout le Québec hors Montréal en parlant de white trash. Ça l'a passé. Mais quelqu'un qui fait un commentaire déplacé, qui s'excuse par la suite, lui, elle l'incite carrément à ce qu'il soit renvoyé. Elle va même à tout le monde en parle pour renfoncer le clou. Là, elle laisse faire une meute qui l'attaque constamment alors qu'il est tout seul dans son coin. Mais tu sais, s'excuser de façon sincère, c'est pas assez, ça? Mais c'est ça qui est fou. Je m'excuse en disant vraiment, je l'ai échappé. Effectivement, j'ai lu ton commentaire, Léa, puis j'aurais pas dû écrire ça. Je suis totalement désolé. Et on passe à autre chose. Ben oui, c'est ça, il faut savoir tourner la page, là. Parce que ça n'a strictement aucun sens que c'est une mini-controverse. Je veux dire, je pense que toi et Sophie, vous avez vécu pas mal pire. Puis est-ce qu'on en parle à pu finir? Est-ce qu'on voit tout le monde en parle là-dessus? Non. À un moment donné, il faut passer à autre chose. D'autant plus que ce que j'ai trouvé un peu lâche, c'est que tout le monde en parle. Bon, elle est invitée d'abord pour son livre, mais là, ils reviennent sur le sujet et l'autre partie n'est pas présent. Donc, encore une fois, on est vraiment dans la cancel culture, c'est-à-dire qu'on fait juste ramasser quelqu'un complètement jusqu'à qu'il perde son emploi. Puis même quand il a perdu son emploi, on s'en fout complètement. Donc, mais on dirait que ces gens-là, c'est comme des chasseurs qui mettent des panaches sur leur mur de salon. J'ai le panache de Stéphane Venn, je vais avoir le panache d'un autre, puis le panache d'un autre, puis tout ça. Là, puis, ben oui, c'est fou de même. Là. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas. On a tous fait des conneries, puis tout ça. Je sais pas, ça t'es-tu déjà arrivé des fois d'appeler quelqu'un en disant « Je pense que j'étais chez toi hier, puis j'ai un petit peu trop bu, puis il me semble que j'ai dit quelque chose, je suis vraiment désolé. » là, puis tu sais que, oui, c'est correct, Richard, blablabla, on passe par-dessus, puis on passe à autre chose. Mais je pense que ça arrive à absolument tout le monde. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un double standard. C'est-à-dire que quand c'est justement des gens de plus la gauche bien pensante ou la gauche woke, ben eux, ce qui leur arrive, c'est une controverse absolue, mondiale, qui doit faire l'objet de conséquences extrêmement graves sur les gens qui sont à l'origine de ça. Alors que, par exemple, des gens qui sont plus à droite ou politiquement incorrects ou qui sont pas dans la gauche bien pensante, peu importe ce qui leur arrive, on dirait que ça compte pas du tout. C'est quand même fou, pour vrai, le double standard, on le voit carrément tous les jours. Eux autres peuvent se permettre n'importe quoi. Ben oui, mais rappelle-toi, par ailleurs... Les pires insultes et tout ça, c'est correct. Oui, mais rappelle-toi, d'ailleurs, Saul Tomkinson, qui est professeur de sociologie à l'Université Laval, elle avait dit que Frédéric Bastien, c'était comme un crétin fini, puis il avait insulté Mathieu Bock-Côté et d'autres, puis elle est toujours professeur à l'Université Laval. Et d'ailleurs, moi, je voudrais pas qu'elle se fasse renvoyer. Je voudrais pas non plus qu'elle remette sa démission. Mais elle aurait pu au moins présenter ses excuses et revenir en arrière. Mais elle ne l'a pas fait. Et elle n'a eu strictement aucune conséquence. Donc, on voit le double standard qui n'en finit jamais. Tu connais l'autre journal, qui est le magazine de gauche, là, puis Pierre Dubuc, là, qui est un journaliste très connu là, de la gauche, là, puis une figure là, importante de la gauche québécoise, qui a écrit un texte sur Mathieu Bock-Côté récemment. Ah, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Il traite de gros jambon. Bon. Le gros jambon, puis il est gros, puis non, mais tout le long, ce ne sont que des insultes sur son physique, sur lui, tout ça. C'est épouvantable. C'est fou, hein? N'importe qui de l'autre côté, un petit peu à droite, écrirait ça. Ça serait fini. Il y aurait une campagne, puis tout ça. Mais non. Lui, tu sais, c'est comme... c'est hallucinant, mais c'est incroyable. C'est aussi, je donnerai un autre exemple, Laurent Turcot, qui est accusé de plagiat,
dans divers livres, pas juste un, soit tout en passant. Dans divers livres, ben, il est encore présent. Je dis, tu sais, c'est pas fait, même s'il y a eu des grosses accusations de plagiat qui sont revenues à répétition, ça en a pris beaucoup pour qu'ils finissent par avoir un peu de conséquences. Puis encore là, il est présent, puis il est pas complètement... Tu sais, encore... Alors que le plagiat, c'est quand même très grave pour un chercheur. D'habitude, quand tu fais du plagiat, t'es fini raide, là. Normalement, dans l'éthique du chercheur. Je te rappellerai également, je sais plus si... Je ne voudrais pas donner un mauvais nom, mais c'était comme un historien, ou quelqu'un qui se présente comme historien. Puis il y a 1 ou 2 ans, on découvrait que quand il travaillait pour la GRC, il avait fourni des renseignements à ses amis gangsters. Puis finalement, tu t'en souviens, celle-là? C'est ça. Puis finalement, on avait dit, toute la gauche médiatique disait non, mais attendez, là, seconde chance. Mais là, des renseignements confidentiels de la police. Tu donnes à tes amis gangsters, c'est quand même pas pire. Ça. Exactement. Et puis, tout à fait. Puis ce gars-là, tu sais, son panache, c'est sur le mur de personnes. Et souviens-toi, Jean-René Dufort, il y a eu des allégations d'harcèlement psychologique. Non, je m'en souviens pas. Vous aviez une de ses co-animatrices et Normand Bratois t'en avait parlé publiquement. Et il y a eu plusieurs allégations visant Jean-René Dufort. Il n'y a aucun problème. Ce gars-là est encore là. Puis c'est correct, là. Moi, je veux pas qu'il perde sa job puis tout ça. Au contraire, là, mais si ça avait été quelqu'un, là, je sais pas, moi, mettons, n'importe qui d'autre, un peu à droite ou toi, là, je dis, ce serait écœurant, puis il faut qu'il perde sa job puis tout ça. Jean-René Dufort est encore là, puis tant mieux. Mais c'était des allégations sérieuses aussi, là, qu'il y avait eu d'harcèlement psychologique. Ben, tu vois, j'en étais même pas au courant. Donc, tu vois à quel point c'est vraiment... C'était évacué. Oui, parce que l'élite médiatique de gauche contrôle vraiment le message. Et malheureusement, on est encore pris là-dedans pour longtemps, malheureusement. Puis on voit qu'il y a des conséquences concrètes. Là. Stéphane Venn, ça faisait plus de 20 ans qu'il travaillait pour le service de l'eau à la ville de Montréal. Ouais. Et là, il a été carrément forcé de remettre sa démission. Moi, c'est ce que je comprends de la situation. Et pour Clément Dion, c'est pas suffisant. Donc, pour moi, c'est une inquisitrice, cette femme-là. Tu sais, comme Éric Lapointe, là, il a purgé sa peine, il s'est excusé, etc. Mais là, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas le droit de retourner sur scène. Mais donc, regarde, comment il s'appelle déjà l'humoriste là, qui était une étoile montante, le Julien Lacroix. Julien Lacroix. Mais mon Dieu, on l'a écrasé, c'était fou. Moi, je me souviens, il y avait une entrevue avec lui, je ne sais plus si c'était dans la presse, mais il disait carrément qu'il vivait tout seul, chez lui, puis qu'il pouvait même pas réussir à trouver un emploi. Je pense que son père avait comme une usine. Il avait commencé son travail à l'usine. Dès la première journée, les employés avaient fait savoir à l'entrepreneur qu'il n'était pas à l'aise de travailler avec Julien Lacroix. Même juste aller dans un café pour acheter un café, la serveuse avait dit « Je suis pas à l'aise de te servir. » Si tu t'imagines l'ostracisme absolu dont tu es victime pour des allégations qui, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'exagération, que les journalistes ont poussé des témoins à dire un peu n'importe quoi ou à radicaliser leur récit. Donc, on est vraiment... C'est fou. Écoute, moi, ma vie a changé comme ça. Comme ça. Je me promenais sur la rue Bernard à Outremont. J'ai vu des étudiants avec un carré rouge dans un restaurant très cher en train de prendre la sangria. Puis je connais ce restaurant-là. Puis c'est cher en Christie. Puis ces gens-là disaient ça coûte trop cher d'étudier au Québec, tout ça. Puis ils allaient dans ce restaurant-là qui est un restaurant à l'eau ma chère avec le petit doigt dans les airs. Je les ai pris en photo puis j'ai dit la belle vie. Boum. Je suis passé de l'ami de tout le monde à vraiment de champion, de héros à zéro en dedans de 3 secondes. C'est fou, écoute, hein? Puis d'ailleurs, je m'en souviens parce que c'est juste une petite blague qui n'est pas si grave. Puis encore aujourd'hui, on s'en souvient. Alors que des grosses affaires, comme tu dis, harcèlement, des choses de même, on s'en souvient quasiment plus, on n'en parle plus du tout. Alors que, tu sais, ce qui s'est passé à l'époque, moi j'avais 12 ans, là. Je m'en souviens. Écoute, les gens couraient après moi dans la rue, ça me criait, ça me crachait dessus, ça n'avait pas de maudit bon sens, là. C'était complètement délirant pour un tweet que j'avais envoyé. Mais évidemment, si j'avais été de gauche, puis si j'avais visé des méchants boss, en plus, t'es l'ancienne gauche, Richard. Des patrons, des capitalistes, puis j'allais dire, regardez cette gang-là, les gens m'auraient applaudi. Mais d'ailleurs, ça fait parler, juste pour donner un dernier exemple, tu connais Dora Muto et Marguerite Stern, qui ont publié Transmania. Oui. Donc, c'est un livre qui fait extrêmement réagir en France. Et là, ce qui est vraiment complètement fou, c'est que là, elles font une tournée un peu de la France pour parler de leur livre, elles font des conférences. Et là, maintenant, ça devient tellement fou, la meute d'extrême gauche qui les accompagne partout pour les annuler, qu'il y a eu comme l'extrême gauche a tenté d'incendier le bâtiment où elles étaient. Et c'est fou à ce point-là. Et maintenant, leur nouvelle technique, c'est qu'elles disent ceux qui veulent s'inscrire, mettez votre courriel, inscrivez-vous, puis on vous donne l'adresse comme 2 heures avant ou 1 heure avant. Puis même elles font ça, il y a quand même des milices d'extrême gauche qui se placent à différents points de Paris pour le moment où ils vont savoir l'adresse, ils vont se pointer à l'événement. Tu sais à quel point ils sont rendus complètement fous, sont prêts à incendier des bâtiments.
C'est vraiment, il y a une violence d'extrême gauche. On a beaucoup parlé depuis plusieurs années de la violence d'extrême droite par ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a une violence d'extrême gauche chez les antifas. Je t'enverrai une excellente entrevue qui a été publiée avec ces deux auteurs-là dans le Playboy français. Excellent. Le dernier numéro du Playboy français, parce que oui, je le lis pour les textes. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.